Vincent, il est 11 h, on va peut-être commencer? Ouais. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Super. Du coup, toujours pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Guillaume pourra nous les retranscrire. Merci déjà d'être là pour ce webinaire sur le Green IT et les produits durables. C'est un sujet qui est important pour nous, donc pour Lydie et moi-même. Et on avait envie de s'impliquer aussi dans ce sujet et de partager avec vous bah, les choses qu'on a pu apprendre et puis des bonnes pratiques. À SOAT, le Green IT, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On est en cours d'obtention du label Lucie, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut s'impliquer. L'idée ici n'est pas de vous proposer une présentation qui va faire du greenwashing. On veut vraiment tenter, lors de ce webinaire, de vous proposer des actions concrètes, des choses que vous pouvez mettre en œuvre dès demain dans le quotidien, dans vos contextes. Donc je vais laisser Lydie se présenter. Merci Vincent. Donc Lydie Huon, coach agile chez SOAT. J'ai longtemps été développeuse avant de passer du côté produit de la force. Alors pourquoi on se propose de vous parler de Green IT et de produits durables? En fait, j'ai la conviction profonde qu'on a tous, à notre échelle, la capacité et la possibilité de faire le petit pas qui aidera à aller vers un peu plus d'écologie dans nos démarches, dans nos pratiques et dans nos produits. Et c'est ce qu'on va tenter de vous présenter aujourd'hui, du moins des petits pas à faire dès demain. À toi, Vincent. Moi, je suis donc Vincent Rossignol, Scrum Master à SOAT. J'ai fait un peu de développement aussi. Et pareil que Lydie, je suis très intéressé par le sujet autour globalement du dérèglement climatique et comment on peut essayer de s'impliquer individuellement et collectivement dans toute cette démarche pour s'améliorer. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je vais essayer de vous donner des bonnes pratiques et des petits pas pour pouvoir avancer sur ce sujet en lien avec globalement le développement informatique. Alors, petite introduction. Donc là, en fait, le sujet est extrêmement vaste. On a décidé de cibler sur le respect utilisateur et l'impact écologique. Donc, le respect utilisateur, ça passe entre autres par l'économie de l'attention et la sobriété numérique. Donc, avant de parler d'économie de l'attention, je vous propose une petite définition de l'attention. Donc l'attention, c'est une forme de connexion qui va permettre à l'objet de notre attention d'entraîner une réaction de notre part, hein. C'est un phénomène biologique qui va nous permettre d'identifier, de comprendre, de réguler et d'interagir en fait avec notre environnement. Donc, pour définir un petit peu le phénomène biologique, c'est une connexion neuronale qui va être basée sur, nos perceptions internes, donc ça va être les pensées, les idées, les envies et puis les perceptions externes, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et cetera. Donc en fait, l'attention, ça va être un équilibre entre le système préattentif, donc c'est, tous les automatismes liés à des stimuli physiques type, une porte qui claque qui va nous pousser à tourner la tête en direction de ce son et donc en équilibre avec le circuit de la récompense, donc qui va nous permettre en fait, d'accéder au shot de dopamine. Alors ce circuit de la récompense, c'est une mécanique, qui nous permet d'accéder à des molécules type, la dopamine, la sérotonine. En soi, ce n'est pas forcément, quelque chose de problématique, puisque au contraire, il y a beaucoup de choses, qui s'appuient dessus, hein, notamment la ludification et cetera. Ce qui peut poser problème dans notre contexte, ça va être l'addiction à toutes ces sécrétions, dans le sens où, on va ressentir de la satisfaction lorsqu'on va découvrir un like sur un post, récent. Donc ça, pour le coup, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on y revient extrêmement souvent. Un deuxième ennemi à notre, capacité d'attention, c'est, notamment la sursollicitation. Alors on peut être sursollicité par l'infobésité, donc toutes les
comment dirais-je? Toutes les informations qui transitent, qui nous sont disponibles, qui nous sont proposées et mises à disposition. Alors ça, pour le coup, il faut être capable de faire un choix. Et puis il y a aussi, la charge mentale, donc à la fois cognitive, par exemple parler en conduisant, ou psychique, donc le stress, la fatigue, l'ambiance du travail. Un troisième ennemi à notre capacité d'attention, donc c'est la FOMO. La FOMO, c'est la peur de rater quelque chose. Typiquement, ça va être, les interactions, intempestives, envers notre téléphone, dès qu'il y a une vibration, dès qu'il y a, une notification, et de temps en temps, on peut même ressentir, une vibration fantôme dans notre poche qui va nous pousser à checker notre smartphone toutes les 5 minutes, et en fait, il s'est rien passé sur le téléphone. Et enfin, dernier petit, ennemi qu'on vous propose, c'est le multitâche. En fait, notre cerveau, il est pas du tout conçu pour le multitâche, et c'est ce qui va, nous fa laisser croire qu'on va être extrêmement performant en passant d'une tâche à l'autre, puis en revenant sur une tâche, mais en fait, on perd du temps. Pourquoi on vous parle de tout ça? C'est, pour vous rappeler qu'en fait l'attention, c'est, un peu le nerf de la guerre aujourd'hui de toutes les grandes industries dans le cadre de l'industrie, informatique, de services. C'est un petit peu, une bataille que se livrent tous les grands de l'internet pour obtenir notre attention, en fait. Parce que notre attention est une ressource limitée. Elle est limitée par les journées qui durent que 24 heures, elle est limitée par, ce temps qu'on est capable d'accorder à l'internet. Et donc du coup, comment, faire en sorte que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur notre produit et pas le produit des autres, en fait? Ça, c'est cette bataille qui se livre pour obtenir notre attention. Donc, bah, comme vous le saviez, il existe plein de possibilités. Je vais en citer 2 aujourd'hui. Il y a, la proposition de, d'articles, achetés. Il y a les recommandations donc. Il y a aussi ce qu'on va appeler le tunnel d'achat. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est un tunnel d'achat? Heu, pour l'expliquer en 2 mots, c'est, quand vous faites l'action d'acheter, sur un site e-commerce, c'est à partir du moment où, vous avez cliqué sur le bouton, toutes les pubs qui sont autour de la page principale disparaissent, et là, vous entrez dans un tunnel qui va vous forcer à acheter et à aller jusqu'au bout de votre action, en fait. Et puis, il y a aussi les stratégies de notification. Donc, c'est, là tout ce qui, toutes les informations qui vous notifient en fait, qu'un message vous attend, que, vous avez reçu un like, et cetera. Tout ça, ça fait partie des solutions que, les grands d'internet ont trouvées pour, nous maintenir sur leurs produits. Donc, pour pallier à ça, on vous propose une approche éthique. L'idée, c'est, déjà d'éviter de noyer nos utilisateurs sous une, tonne de fonctionnalités, qui, soit sont connexes à l'usage principal du produit, soit, vont, apporter trop d'informations, par des notifications, des sollicitations, continues. Hem Et il y a aussi cette, possibilité de tomber dans l'extrême inverse, à savoir, ne pas répondre aux attentes utilisateurs parce que le produit est trop maigre. Donc là, l'objectif de l'approche éthique qu'on vous propose, c'est de trouver le juste équilibre entre le surpoids du produit et le produit qui répond pas du tout aux attentes. L'objectif, finalement, dans tout ça, c'est véritablement de chercher à faire gagner du temps à nos utilisateurs. C'est, l'approche qu'on vous propose. Leur faire gagner du temps, c'est d'une part, leur proposer un accès facilité à l'information, stopper les sursollicitations.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement les notifications, ça veut dire que potentiellement proposer une configuration fine des notifications pour que l'utilisateur puisse, comment dirais-je, faire en sorte que qu'il puisse soit couper, complètement désactiver les notifications ou juste accéder aux notifications qui l'intéressent. L'idée, c'est du coup de faire en sorte que l'utilisateur passe le moins de temps possible sur notre produit pour qu'il passe un meilleur temps. C'est-à-dire que moins de temps, mais mieux. L'idée, c'est de faire en sorte de pondérer entre la fidélisation et la frustration. Alors, évidemment, ça peut être contre-intuitif face à un certain nombre de business models, à savoir typiquement, par exemple, YouTube, où là, leur business, leur modèle économique repose exclusivement sur le temps qu'on va passer à regarder de la pub. Là, c'est complètement à revoir en miroir à l'approche que nous proposons. Donc ça, c'était pour l'approche éthique. Je ne sais pas si vous avez des questions vis-à-vis de ça. Je vous laisse les poser via le chat si vous en avez. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de sobriété numérique. Donc la sobriété numérique, c'est en fait, aujourd'hui, on en est arrivé à un point où notre frigo est capable de nous donner la météo. Et la question à se poser, c'est finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un grille-pain connecté qui va m'envoyer un tweet quand ma tranche de pain est grillée, en fait? Ça, c'est un screenshot que j'ai fait d'un truc qui m'a fait réagir et que j'ai trouvé rigolo sur le principe. Starbucks, qui voulait surfer sur la vague du stop au plastique à usage unique, s'est lancé dans un prototypage d'une machine qui permet, quand on pose le gobelet dedans, de remuer votre café sans utiliser de touillette plastique. Alors l'intention était bonne, hein, ça pour le coup on va pas polémiquer là-dessus. En revanche, la démarche peut être un petit peu questionnable dans le sens où finalement la mise en œuvre de ce produit requiert un coût énergétique, alors plus ou moins équivalent à l'usage de la touillette plastique. Et du coup, ça vient à l'encontre de l'intention initiale qui est soyons économiques, soyons green, n'utilisons pas de plastique. De la même manière, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert dans une supérette l'usage de superbes couverts en bois, donc recyclables, emballés dans des plaquettes de polystyrène. Un petit peu dommage. Donc là, encore une fois, ça se voulait green et en rajoutant cette surcouche de plastique, bah, ça l'est moins. Donc finalement, là où on veut en venir, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut absolument le faire. Je vous propose maintenant une petite définition de la sobriété numérique proposée par le Shift Project. Donc, il s'agit d'acheter des équipements les moins puissants possibles pour en changer le moins souvent possible et réduire les usages énergivores et superflus. En résumé, la sobriété numérique, c'est une approche lean qui va finalement s'orienter vers d'aller au plus juste en utilisant des ressources de façon efficace, donc les ressources énergétiques, humaines et financières,
l'objectif, ça serait de les optimiser pour les organisations. Et donc du coup, le Green IT s'inscrit dans cette démarche de sobriété numérique de façon, intrinsèque. Donc du coup, les petits questionnements qu'on pourrait se poser, voici ce qu'on vous propose, dans pour orienter un petit peu notre mindset, sur la sobriété numérique. Première petite question, c'est finalement, est-ce que ce que je vais produire est véritablement indispensable? Est-ce que c'est utile et est-ce que c'est important de le réaliser? Est-ce que je ne peux pas partir de quelque chose d'existant, de le faire évoluer de manière à ce qu'il puisse rencontrer mon besoin? Et qu'est-ce que je perds si je ne le fais pas, en fait? Est-ce que vraiment c'est suffisamment ça m'apporte suffisamment de valeur pour le réaliser? Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple et moins coûteux de répondre à mon besoin? Donc quelque part, l'idée derrière tout ça, c'est, de véritablement se poser des questions pour essayer de minimiser, l'énergie induite par la réalisation d'un nouveau produit. Il y a également d'autres pistes qu'on peut explorer, donc notamment la virtualisation. Donc l'objectif, c'est finalement de mutualiser les assets, les infrastructures, pour économiser notamment les ressources employées à la fabrication de ces assets. Il y a également, le craftsmanship et là j'invoque mon binôme Vincent pour nous l'expliquer. Ouais, je peux essayer d'expliquer effectivement le craftsmanship. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. L'idée derrière le craftsmanship est vraiment la traduction, c'est vraiment de l'artisanat logiciel. C'est vraiment différentes techniques d'organisation du code. L'idée est vraiment de produire un code le plus fiable, le plus maintenable possible, le plus simple aussi, ce qui permettra du coup de réduire forcément le nombre de lignes de code, donc la maintenance et donc des coûts, que ce soit en termes d'argent ou aussi du coup pour la planète. Donc c'est assez relié aussi, et je détaillerai un petit peu plus tard certaines pratiques qui peuvent vraiment vous aider au quotidien, qui viennent du craftsmanship. Merci Vincent. Et une dernière petite piste qu'on vous propose, c'est stop à l'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, on pense beaucoup à, tout ce qui va être, matériel physique, hardware, et cetera. Donc, pour tout ça, il y a des plateformes de type, back market qui nous permet de revendre et d'acheter des produits déjà utilisés. En en software, on le conçoit un petit peu moins bien. Heu, Là, j'ai un petit exemple à vous proposer. Typiquement, en fin 2016, début 2017, Apple a sorti une nouvelle, version iOS qui finalement sur les anciens iPhone, faisait ralentir les applicatifs. Alors, l'argument, d'Apple, c'était: «Bah, on souhaite, faire économiser les batteries des anciens téléphones. Sauf que le résultat, c'était que les utilisateurs, en fait, du coup, se débarrassaient de leur ancien téléphone pour en acheter d'autres. En tout cas, c'était l'intention et de fait, Apple a été puni, cette année, de 500 millions d'euros d'amende pour avoir pratiqué cette, obsolescence programmée, heu, logicielle. Je vais maintenant laisser Vincent vous parler un petit peu mieux de ce qu'il est concrètement possible de faire. Tout à fait. Aujourd'hui, vous pouvez être product owner, vous pouvez être développeur, vous pouvez faire partie d'une équipe, vous pouvez être aussi business développeur. L'idée, c'est là d'essayer de vous donner quelques petites pistes,
tout au long du développement du cycle du produit pour pouvoir essayer et mieux penser et autour de la sobriété numérique. La première étape, lorsque vous êtes au sein d'une équipe, c'est, comme Lydie l'a très bien expliqué, s'assurer finalement que les fonctionnalités qu'on est en train de développer sont utiles et vont servir et sont pertinentes pour notre utilisateur, pour notre client. Alors, il y a plein de façons de faire ça. Le premier, c'est de faire des tests utilisateurs en amont. Donc, on n'a pas encore développé la fonctionnalité, on a une maquette, on va la montrer à nos utilisateurs, essayer de comprendre comment ils vont l'utiliser, essayer de voir l'utilité que ça va avoir pour eux et surtout de valider cette utilité. L'idée aussi, c'est de développer de manière la plus itérative possible, de faire une fonctionnalité simple au sein d'un produit simple, et puis de l'améliorer au fur et à mesure en répondant au mieux possible aux besoins utilisateurs. Et là, ça rejoint ce qu'expliquait Lydie tout à l'heure sur la courbe d'un produit avec son surpoids ou le fait qu'il soit trop mince. Et surtout, un point important du coup à se poser, c'est vraiment de remettre en question les fonctionnalités qui ont une faible valeur ajoutée et en plus un fort coût. Il y a des choses qui sont difficiles à développer et qui prennent du temps à développer, et ça aussi c'est de l'énergie. Si en plus ces fonctionnalités-là qui vous prennent du temps à développer ne sont pas ou très peu utilisées, on peut considérer que c'est du gâchis, c'est du gaspillage, et ce sont des choses du coup que vous pouvez faire. Donc ça c'est peut-être la première étape, c'est ok, avant de développer quelque chose, je me pose les bonnes questions, j'essaie de valider que je réponds à un besoin et j'essaie de valider que ça répond aussi de manière éthique à ce que mes potentiels clients et mes potentiels utilisateurs pourraient attendre de mon produit. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Ensuite, forcément, vous allez commencer à développer. Et là, notamment, il y a des choses qui sont assez importantes, c'est de proposer une feature qui va fonctionner et qui va être simple. Et pour ça, il y a tout un tas de techniques que vous pouvez utiliser. La pratique des tests, notamment, peut vous amener à proposer une feature la plus simple possible. Et là, peut-être que certains d'entre vous connaissent le TDD, le Test Driven Development, qui est une pratique qui vient d'Extreme Programming, que je vais vous expliquer. L'idée, c'est de développer vraiment de manière itérative et y compris avec les tests. On va écrire un premier test qui va correspondre à un comportement pour notre fonctionnalité. Et puis, on va commencer à écrire le bout de code le plus simple qui répond à ce comportement. Et alors, on va itérer, on va écrire un second test qui va améliorer et compléter le comportement métier de notre fonctionnalité. Et on va du coup compléter notre code, et ça de manière itérative en faisant des cycles de développement. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va sécuriser le comportement de notre fonctionnalité, mais vraiment en la laissant la plus simple et minimale possible, tout en laissant ouvert le fait que plus tard, on pourra l'améliorer ou plus tard, on pourra l'étendre. Comment on pourra se dire cette fonctionnalité-là, elle est améliorable, on va l'étendre. En fait, c'est ça qui est un point important aussi lorsque vous développez une fonctionnalité. C'est vraiment de s'assurer que vous allez pouvoir mesurer que votre feature est utilisée ou non. Donc ça, c'est un point qui est très important, de toujours essayer de se dire est-ce que c'est faisable. Et en troisième point, du coup, une fois que vous avez mis en place votre fonctionnalité, vous pouvez suivre l'utilisation de vos fonctionnalités une fois que vous les avez déployées. Donc là, il y a plusieurs outils pour mesurer l'utilisation d'une fonctionnalité. On peut parler de Google Analytics, on peut parler de Matomo, il existe tout un tas d'outils. Et l'idée, c'est vraiment de mesurer, de vérifier que la fonctionnalité est utilisée, de mesurer l'audience du site, d'essayer de voir si, par exemple, on ne peut pas adapter l'infrastructure. Et surtout, le fait de mesurer le comportement de vos clients et comment vos clients vont utiliser votre applicatif, en fait, ça peut aussi vous donner des éléments pour pouvoir fluidifier votre parcours client. Donc en fait, c'est une situation de gagnant-gagnant où vos clients vont être plus satisfaits de votre produit parce qu'il va répondre de façon plus simple à leurs besoins. Et en plus, vous allez réduire vos coûts de maintenance, vous allez alléger votre code, vous allez réduire vos consommations en termes d'infrastructure et vous allez améliorer l'expérience utilisateur. Et là, vraiment, c'est un dernier point, mais qui est un point très important. Vous pouvez vous permettre de retirer une fonctionnalité
Il existe d'ailleurs de plus en plus de mécanismes dans le code pour pouvoir faire ça. On appelle ça du future to goal, mais il y a d'autres noms pour cette pratique. C'est vraiment l'idée de dire, bah, je vais mettre une fonctionnalité en production, et puis en fait, si je vois que ça marche pas, ou si je veux tester un parcours un peu plus global, bah, en fait, pour certains clients, je peux la désactiver, ou sur certaines plages, je peux la désactiver, et puis observer comment mon client réagit au fait que je retire ou non une fonctionnalité. Et puis si vraiment vous vous rendez compte que votre fonctionnalité n'est pas utilisée, bah, dans ces cas-là, vous pouvez la retirer. Donc en résumé, pour pour cette partie un petit peu sobriété numérique, les petits points que vous pouvez mettre en œuvre, rapidement dès demain, c'est vraiment, bah, essayer de se poser les bonnes questions sur la pertinence de vos fonctionnalités. Est-ce que vraiment par rapport à l'effort que je vais produire pour pouvoir la développer, bah, ça va apporter à mon client quelque chose d'important et de bénéfique? Si la valeur, produit n'est pas assez importante pour l'effort, bah, ça vaut le coup de remettre en question ces fonctionnalités. Bien tester vos morceaux de code, et notamment ceux qui sont stratégiques pour vous, ceux qui sont importants. Ça va vous permettre notamment derrière de pouvoir les mesurer, et de retirer les fonctionnalités du coup qui ne sont pas ou peu utilisées. L'idée, c'est que là, on a parlé un petit peu de sobriété numérique. Euh, il y a aussi du coup la partie Green IT qu'on voulait vous présenter, et je vais laisser Lydie du coup expliquer un petit peu la partie Green IT. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a il y a 2 questions en tout cas que je vois. On peut prendre peut-être les questions dans l'ordre. Une première Ouais. question de Toufik. Avez-vous des exemples concrets d'approche éthique, exemples d'applications ou autres? Moi, j'ai quelques idées. Il existe de plus en plus de sites qui sont développés de telle manière à ce que l'expérience soit vraiment très minimaliste. Peu de vidéos, peu d'images, peu d'informations à l'écran en même temps. On peut scroller pour aller dans le détail de l'information. Donc ça, c'est toute une pratique autour aussi de l'expérience utilisateur. Je pense aussi à de nombreux moteurs de recherche qui essayent de limiter un maximum leurs impacts écologiques. Et puis on présentera aussi un peu plus tard dans ce webinaire Green Spector, qui a fait beaucoup de comparaisons des différents outils qui existent en termes d'impact écologique. Et je pense qu'il y a une remarque aussi de Laurent sur le Feature Flag qui a un coût, un développement plus lourd, et aussi de la maintenance. Et ça, c'est vrai, c'est un très bon point. C'est quelque chose aussi, je pense, qui doit être utilisé avec parcimonie, et où vraiment on en a besoin. Je ne sais pas si tu veux compléter les réponses, Lydie. Non, c'était très bien. Bah parfait alors. Je te laisse Merci Vincent, continuer, sur la partie Green IT. ça marche. Alors du coup, l'impact écologique, donc on va vous parler, de Green IT et un petit peu de RSE. Alors d'abord, le Green IT, pour quelles raisons le mettre en place? Pourquoi c'est, important, et pourquoi ça nous semble essentiel de vous en parler aujourd'hui? Premièrement, parce que les ressources planétaires sont limitées. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport? En fait, les ressources planétaires, pardon, sont utilisées dans le cadre de la fabrication du hardware. Donc, on va utiliser des métaux précieux, on va utiliser du sable, on va utiliser de nombreuses ressources qui sont limitées. Et également de l'énergie pour les faire fonctionner. Cette énergie, elle a un coût aussi pour la planète. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du jour du dépassement typiquement. L'idée c'est que, la planète a une capacité de renouvellement annuel limitée, et le jour du dépassement, c'est quand on a atteint cette limite annuelle. Et donc du coup, l'idée, c'est, de se rendre compte que, ces ressources-là, elles sont atteintes, aujourd'hui autour de, juillet. Voilà. Donc cette surconsommation de matériaux bruts et de cette surconsommation d'énergie, en fait, on peut la limiter à la fois dans nos usages, mais aussi en mettant en œuvre dans notre quotidien un peu de Green IT. Alors, si ça suffit pas comme argument, il y a également l'argument
financier. En fait, le fait de mettre en œuvre du Green IT, c'est aussi quelque part, faire de l'économie. Donc, on va chercher à mutualiser, du hardware, on va chercher à faire en sorte d'économiser, à la fois du temps pour nos utilisateurs, mais aussi d'économiser du code et donc ça, comme l'a dit tout à l'heure Vincent, bah, ça allège aussi le poids de nos produits. Et enfin, si l'argument économique ne suffit plus, il y a aussi l'argument marketing. C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, c'est un nice to have, d'être green. Demain, ça sera du, must have parce que, bah, vos utilisateurs, si vous êtes pas green et bien, ils se désintéresseront de vos produits. Pour la petite anecdote, au premier confinement, nous, à SWAT Agile, on est passé par le benchmark de Green Spector pour faire nos choix d'outils, digitaux. Donc, pour vous rassurer, Zoom fait partie des outils les moins coûteux, en termes d'énergie, en pour la visioconf. Et puis le dernier petit, bonus, du pourquoi il faut devenir green, c'est que plus ça va aller et plus ça permettra aux entreprises d'attirer et de retenir les talents, en fait. C'est-à-dire que plus ça va et plus les gens, plus les utilisateurs, plus nous, heu, faisons attention à ce genre de détails. Alors on vous propose quelques pistes. Heu D'abord, le choix énergétique. Alors c'est pas le critère principal, mais ça peut entrer en compte dans, vos choix quand vous avez cette capacité, de faire attention à l'économie d'énergie, quel cloud, utiliser, comment, comment est-ce qu'il s'agit d'énergie verte? Faire attention à ce que l'infra et le support, digital type, PC ou smartphone, consomment le moins possible. Et puis une autre piste aussi, c'est d'avoir le courage de tuer les produits morts. C'est-à-dire que, les fonctionnalités mortes, le code mort, tout ça, ça a un poids et un coût énergétique aussi et si le produit n'est plus utilisé, le fait de le décommissionner et bien ça a, co ce côté bénéfique de coûter moins cher du coup, en termes d'énergie. Je vois des petites réactions, donc Eric qui nous dit qu'en effet cette année vu le contexte sanitaire, le jour du dépassement a été un petit peu repoussé. Alors c'est tout à fait vrai, j'ai pas vérifié à quelle date il avait été repoussé, mais en effet j'avais lu que c'était le cas cette année. Et Agnès qui dit qu'il existe des add-ons pour les navigateurs, comme Green Suspender. Super. Ah, et Mana qui nous dit qu'on peut privilégier le design thinking circulaire. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le webinaire de Sheila, pardon, sur le sujet cette semaine. Je pense qu'il sera rediffusé. Merci Mana pour la précision. Vincent. On va pouvoir rentrer un petit peu plus en pratique du coup sur cet aspect Green IT, sur ce qu'on peut faire, quelles sont les premières pistes à mettre en place. Bah, dans un premier temps, et Lydie l'a très bien expliqué, en fait, il faut bien choisir les outils qu'on utilise au sein d'une équipe de développement. Déjà, il faut se poser la bonne question lorsqu'on va prendre un outil. Est-ce que vraiment on en a besoin? Est-ce que vraiment c'est utile? Ou est-ce que là, cette chose-là, on ne peut pas la remplacer par des interactions humaines, par autre chose? Bon, il y a tout un contexte sanitaire, bien sûr, en ce moment qui limite ça, mais ça va aussi, et ça tient à cœur à Lydie et à moi, puisqu'on est respectivement coach agile et Scrum Master, ça va aussi avec l'agilité qui promeut vraiment les interactions entre les humains et le fait de ne pas forcément utiliser d'outils pour tout faire, mais aussi de discuter les uns les autres et d'échanger.
Donc, se poser les bonnes questions sur l'utilité d'un logiciel, c'est bien. Et puis après, lorsqu'on va choisir un logiciel, que ce soit un outil de visio, que ce soit un éditeur de code, que ce soit euh, une boîte mail, peu importe, il existe de plus en plus de, de sites ou voilà, de supports qui vont en fait, comparer les consommations énergétiques des différentes applications. Alors là, on a repris l'exemple de Green Spector avec l'outil de Visio. L'idée n'est pas d'utiliser le critère écologique comme seul critère de décision, mais c'est d'ajouter ces critères-là à nos choix, parmi, bien entendu, si le logiciel répond totalement à notre besoin, parmi les coûts. On peut aussi prendre en compte ce critère écologique dans le choix de nos outils. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, c'est un point qui est assez important, c'est d'analyser. Vous avez tous, je pense, des choses qui sont déjà en production, vous avez tous des développements. L'idée, c'est pouvoir analyser un petit peu ces développements-là. Si tu peux passer à la slide suivante, Lise, ici. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est pouvoir justement analyser un petit peu ces développements et prendre des actions d'amélioration. Il existe vraiment plusieurs outils, plusieurs index pour mesurer notamment les performances de vos sites web. Beaucoup d'outils aussi open source sur lesquels on peut contribuer. Là, ici, l'outil dont j'ai pris la capture d'écran, c'est un outil qui s'appelle Green IT Analysis, qui concatène plusieurs index et qui c'est un petit plugin pareil à installer et à activer en mode développeur sur votre navigateur et qui permet vraiment de récupérer un rapport sur une page web en particulier. Et en plus de ce rapport et du coup d'un index, d'une note, il va donner des bonnes pratiques pour pouvoir améliorer l'impact écologique du site web. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se dire, j'ai déjà développé des choses, mesurons, déjà, essayons de voir où est-ce que j'en suis et ce que je peux faire très facilement. Une fois qu'on a commencé à améliorer un petit peu tout ça, on va pouvoir passer à la troisième étape qui est vraiment mettre en place finalement des pratiques de codage et faire rentrer dans l'habitude de travail des équipes des pratiques récurrentes. On ne peut pas changer du jour au lendemain, et là pareil, j'en réfère aussi à l'agilité qui promeut les petits pas, et c'est quelque chose d'assez important, petit pas par petit pas, on peut s'améliorer, et donc petit pas par petit pas, on peut faire rentrer dans l'habitude de travail des équipes des pratiques récurrentes sur l'amélioration de l'impact écologique. Ce qui est important, c'est que ces pratiques, il y a différents impacts, il y a différentes difficultés de mise en œuvre, il y a des choses qui sont plutôt simples à faire. Je prends l'exemple de préférer du CSS à des images, de limiter le nombre de requêtes qu'on va faire, le nombre d'allers-retours. On parlait tout à l'heure aussi du coup du rafraîchissement des pages web en permanence, de privilégier les caches, les variables locales, les fonctions anonymes. C'est intéressant parce que c'est aussi des très bonnes pratiques de codage pour pouvoir maintenir votre code plus facilement. Et notamment, on parlait de craftsmanship tout à l'heure. Pour ça, notamment, il existe un très bon livre, c'est une très bonne référence, on pourra mettre le lien, qui s'appelle Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques, qui référence tout un ensemble de fiches pratiques, justement, sur comment sur plusieurs pratiques justement à mettre en œuvre et qui les catégorise plutôt très bien. Donc ça, c'est un point après, c'est voilà, essayer de mettre en place des bonnes pratiques de codage au sein de vos équipes. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de s'intéresser à l'optimisation du coup de notre infrastructure et de dimensionner correctement notre infrastructure. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le cloud et le cloud permet aussi, en mesurant l'audience, en mesurant l'utilisation de l'application sur les différentes plages horaires, finalement d'adapter l'infrastructure qu'on va utiliser. On va parler de scaling notamment et d'auto-scaling pour certains cloud providers et d'optimisation du stockage. Ce qui est intéressant sur ces pratiques-là, qui sont de essayer de réduire le nombre de machines qui vont fournir le service, c'est qu'en plus d'avoir des gains écologiques, ça va être des gains financiers. Et là, on va parler d'une pratique qui va certainement se développer et qui s'est déjà développée, qui s'appelle le FinOps. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette pratique du FinOps. C'est quelque chose qui est l'optimisation globalement des coûts sur le cloud, mais qui a du coup un impact aussi écologique important. Et puis le dernier point, la dernière petite chose sur ce que vous pouvez commencer, c'est finalement d'automatiser un petit peu l'utilisation de vos serveurs et notamment le redémarrage et l'extinction des serveurs qui sont inutilisés. Par exemple, la nuit ou le week-end, les serveurs de développement généralement ne sont pas utilisés puisque vos développeurs dorment pour la plupart.
même si certains continuent de coder un peu la nuit, on sait très bien que ça leur arrive. Et du coup, voilà, ces serveurs sont inutilisés, donc ils ne servent à rien concrètement. Et donc, de plus en plus de cloud providers proposent des solutions pour pouvoir automatiser de l'extinction, du redémarrage sur les serveurs de développement. Je pense notamment à Instance Scheduler pour ce qui est de la AWS ou à Automation pour ce qui est du cloud Azure. Toujours pareil, bien sûr, en plus de gains écologiques, ce sont des gains financiers, ce sont des serveurs que vous n'allez pas payer. Dans le cadre de ma mission actuelle, c'est ce qu'on a mis en place et on a observé des gains financiers qui sont importants. Et en plus, avec le développement de l'infrastructure as code, il est de plus en plus facile de pouvoir supprimer et de remonter à la volée des serveurs pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, l'infrastructure as code, c'est vraiment l'idée de décrire l'infrastructure qu'on veut déployer dans un morceau de code pour que ça soit automatisable. Donc ça aussi, c'est une très bonne pratique. Je n'utilise pas mes serveurs, bah, je les éteins, je les coupe, ce qui me permet de, sauvegarder un petit peu des ressources de la planète et en même temps économiser de l'argent. Donc en résumé, en termes de bonnes pratiques, ce dont vous pourriez essayer de commencer dès demain, bah, c'est déjà se poser la question sur nos outils. Est-ce qu'on utilise les bons outils? Est-ce que peut-être on a de l'optimisation à faire? Et de bien choisir les outils. Ensuite, c'est vous avez des choses qui sont déployées, essayez de mesurer. Essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire, un tout petit pas, pour améliorer vos morceaux de code qui sont déjà existants. Et puis, lorsque vous avez fait ces premières actions d'amélioration, il est possible de mettre en place dans les équipes des bonnes pratiques, d'essayer de s'accorder sur les efforts qu'on peut faire pour pouvoir développer en pensant un peu plus à la planète. Et encore une fois, ça aura aussi des conséquences sur la qualité de votre code, sur les coûts de maintenance. Donc, c'est du gagnant-gagnant finalement. Toujours très important, du coup, en quatrième étape, de mesurer l'utilisation de vos features, de votre produit, de vos serveurs, et de dimensionner correctement votre infrastructure. Donc là, toujours pareil, c'est en plus d'aider la planète, on va avoir des gains financiers. C'est un argument qui est important. Et enfin, n'hésitez pas à essayer de développer des mécanismes d'extinction et de redémarrage automatique de vos ressources qui sont inutilisées. On voulait un petit peu clôturer ce webinaire avec un petit peu une ouverture. Là, on a parlé au sein d'une équipe. Globalement, on a parlé du développement de produits. Mais l'idée, c'est que nous, on pense aussi que tous ces enjeux écologiques se jouent à l'échelle de l'entreprise. Et c'est pour ça que je vais laisser Lydie présenter la démarche RSE. Alors, sans forcément rentrer 100% dans le détail du RSE, l'idée, c'est véritablement de se rappeler que l'entreprise a son rôle à jouer aussi dans cette responsabilité environnementale. C'est-à-dire que chacun à notre niveau et au niveau des équipes, au niveau des divisions et au niveau des entreprises, avons ce petit pas, cette possibilité de réagir pour justement aller dans le sens de cette écologie et responsabilité qui permet du coup comment dirais-je, de faire en sorte que demain soit meilleur. Et donc du coup, on termine avec cette citation qui me tient beaucoup à cœur. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et pour terminer, quel est le premier pas que vous ferez demain avec tout ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui? Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible. On va mettre dans le chat aussi un petit questionnaire de satisfaction que je vais copier-coller dès maintenant, qui va vous permettre de donner vos feedbacks. C'est super important pour nous aussi de nous améliorer, ça nous tient à cœur. On est dans l'agilité, donc l'amélioration continue, on prend. Donc, si vous avez des feedbacks, c'est parfait. Si vous avez des questions, pareil, on sera ravis d'y répondre. Je vois que beaucoup d'entre vous ont aussi échangé
sur les outils, ou un peu creuser les concepts qu'on a développés, donc c'est super. Et effectivement, le replay sera disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube SOAT. Je vais aussi copier-coller avant de partir tout un tas de liens de choses qu'on a vues avec Lydie, des livres dont on a parlé, des différents sites dont on a parlé. Vous aurez juste à cliquer pour pouvoir retrouver les différents éléments. Merci beaucoup du coup pour vos retours. Ça fait très plaisir. Voilà. Alors, je lis que Toufik nous dit que les services informatiques et numériques, c'est 4% d'émissions de carbonées mondiales. Alors, ça comprend à la fois les services, mais aussi la fabrication des hardware. Et donc, c'est l'utilisation des systèmes, c'est 9% par an. C'est davantage que l'aviation civile qui représente, je crois, c'est 1% de ce que disait Sheila dans son webinaire. Donc, Mana qui nous dit que, en effet, le premier pas à faire demain, c'est de sensibiliser nos consultants. Et je pense qu'on peut aussi avoir un impact chez nos clients, et c'est même d'ailleurs l'idée portée par notre webinaire aussi. Ah, on a une question. Est-ce que vous connaissez la proportion entre le coût écologique des features corps internes et les features déléguées à des partenaires? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si tu as une réponse, Vincent. Moi, j'en ai pas. J'ai pas forcément de réponse. C'est un sujet aussi qui est pas simple à aborder, parce que alors on s'améliore énormément dans la mesure de l'impact écologique de ce qu'on développe, mais en fait c'est pas si simple si on veut prendre vraiment la chaîne de bout en bout de se rendre compte réellement de l'impact de ce qu'on développe. Et de plus en plus d'organismes donnent des données là-dessus. Mais la question est assez intéressante, Vincent. Honnêtement, là, j'ai pas du tout de réponse, mais ça peut être un sujet à creuser, effectivement. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a aussi une question d'Agnès. Avez-vous des recommandations à destination des entreprises frileuses et qui, bah bon, on mettra en place vos trucs d'écolo quand on aura le temps? Euh, En fait, je pense que l'argument écologique est important, et quand il tient à cœur des personnes, c'est chouette. Moi, personnellement, mais ça c'est mon point de vue, je pense que on a tous une responsabilité individuelle, et que on peut tous en fait participer, proposer des choses. C'est vrai qu'après, parfois, il y a des structures, il y a du management, et il y a des choses sur lesquelles on peut passer du temps, et d'autres un peu moins. Euh, je pense qu'il faut aussi insister sur les arguments qu'on a avancés, qui sont des arguments annexes pour nous, mais qui sont des arguments qui peuvent être importants pour les autres, c'est-à-dire l'argument financier, l'argument marketing. Euh, L'idéal n'est évidemment pas de l'utiliser comme argument principal, parce que pour nous, encore une fois, c'est le contexte écologique qui est bien plus important. Mais c'est vrai que ce sont des arguments aussi à mettre en avant de plus en plus, parce que ça permettra aux entreprises les plus frileuses, effectivement, de se lancer dedans. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en avant ces arguments-là, même si pour moi, ça ne doit pas être forcément un driver, ça doit être Clairement. plutôt un bonus. C'est vrai que pour certains, peut-être que les arguments s'inversent, et c'est pas si grave. Dans ces cas-là, ça permettra quand même de mettre en place ces actions. Ouais, c'est super cynique comme approche, mais l'idée de se dire, rien que nous, à notre échelle, quand moi je vais au marché et que je me dis, je vais plutôt acheter local, bio, éco-responsable, etc., c'est un choix et une responsabilité que je porte. Euh, Demain, ça sera pas une minorité, ça sera probablement une majorité de personnes, et c'est aussi un argument qui peut peser dans la balance. De se dire que finalement, demain, nos clients, ils vont s'intéresser plus à la façon dont on va faire les choses. Ça peut aussi Et, et- et- convaincre. et effectivement, je pense que Toufik complète bien ça, c'est d'adapter son argumentaire. Suivant à qui on parle, essayons d'adapter un petit peu, essayons de comprendre aussi les sensibilités de chacun. C'est ça. Et effectivement, essayons de montrer à tout le monde que en fait, c'est un intérêt pour tous. Pour ceux qui sont sensibles sur le sujet écologique, parlons d'écologie. Et pour ceux qui sont sensibles au sujet plus financier, plus marketing, utilisons ces arguments-là. Mm. Euh,
Une autre question d'Alexandre. Est-ce que vous avez des exemples plus précis de services connus ayant mis en place des pratiques Green IT ou d'éco-conception? Alors pour ma part, pas forcément. Je ne sais pas si toi, Lydie, tu as des exemples. Sans même parler de Green IT ou des conceptions, il y a de plus en plus de sites, en tout cas, qui vont vers cette démarche de simplicité. Euh, un point dont on n'a pas parlé, mais qui a un aspect aussi important, c'est que il y a un impact aussi sur l'accessibilité de votre site. Plus votre site est simple, plus il va être accessible par un grand nombre de personnes. Et dans tout ce qu'on a parlé, la sobriété numérique, il y a aussi cet enjeu social finalement de faire que les sites sont accessibles par le plus grand nombre de personnes. Euh, donc pour répondre à ta question, Alexandre, j'ai pas forcément d'exemple. Par contre, il y a aussi beaucoup de sites qui se tournent vers l'accessibilité, rendent les sites les plus simples possibles, avec le moins de choses complexes possible pour toucher le plus de personnes. Et ça va un petit peu dans cette démarche-là aussi. Il existe de plus en plus de sites d'exemples de bonnes pratiques et pour, que ce soit sur l'aspect écologique ou sur cet aspect d'accessibilité sur lequel je suis en train de faire une ouverture. Ouais, et j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent là comme ça. C'est vrai que il y en a forcément, mais là comme ça tout de suite ça vient pas. Désolée. Tout à fait. Et effectivement, remarque d'Agnès qui complète un peu, je pense que la jeune génération est de plus en plus demandeur de ce genre d'éléments. Donc pour le recrutement, c'est un argument aussi dont Lydie a exposé qui peut être intéressant pour les entreprises. Et une remarque de Nicolas, effectivement, pour une entreprise de 100 salariés, leur email sur un an représente 13 allers-retours Paris-New York. Donc, on imagine à l'échelle de la planète et avec le nombre d'entreprises et de salariés, c'est considérable. Et Mathilde qui complète avec le site du Mucem, qui est accessible et très sobre. Et elle ne sait pas en revanche si ça coche toutes les cases sur le Green IT, mais ils ont fait des efforts. Bah, ça peut être intéressant d'aller voir. Je crois aussi que WWF a un site qui respecte un maximum de pratiques. Et encore une fois, un point pour moi qui est très important, c'est de ne pas changer du tout au tout et vraiment se lancer dans le Green IT à fond et ne penser qu'à ça en premier, mais c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Je pense que c'est un point qui est très important dans ce qu'on a présenté. Je vais envoyer le lien des différents éléments qu'on a présentés. Alors n'hésitez pas non plus à compléter si vous avez des choses, des articles qui sont intéressants. Et je vois aussi qu'on a parlé de design thinking circulaire. C'est des termes qui méritent d'être creusés, donc n'hésitez pas à partager Tout un à fait. Alors, maximum les choses que vous voyez. pour étayer un petit peu le design thinking circulaire, donc c'est la convergence du design thinking et de l'économie circulaire. Du coup, l'économie circulaire, c'est d'abord refuser, réduire, réparer, réutiliser, éventuellement transformer et recycler ou revaloriser. Donc l'idée, c'est, comme dans la sobriété numérique, éviter le gâchis au maximum. C'est une démarche qui sert à justement faire en sorte que tout, tout soit réutilisable et pas jetable. Et donc du coup, orienter sa conception en circular design, l'idée c'est de justement réfléchir à faire en sorte que ce qui est considéré comme un déchet ne le soit plus demain. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut produire, tout ce qu'on ne va pas réutiliser, peut-être que ça sera utilisable par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, de là, on va rentrer dans du partenariat, faire en sorte que, par exemple, pour une crêperie, pour une crêperie, les coquilles d'œufs soient réutilisées typiquement pour faire de l'engrais, apporter des, des choses aux plantes, des choses comme ça. Donc faire en sorte que justement tout soit réutilisé. Ah, et Gwen a une question pour Mana, je pense. Quand est-ce que le replay du design thinking circulaire sera disponible? Voilà.
Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on termine là. Tout à fait. Et merci à vous d'avoir participé. C'était un réel plaisir de vous présenter ces sujets. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, Merci aussi à Laura et Guillaume de SOAT qui nous ont aidés à organiser ça aujourd'hui. C'était un réel plaisir. merci à tous pour votre attention et puis bah, à très bientôt. Merci. Merci.